Salut les moldus, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo, comme ça vous ne louperez jamais rien et en plus ça me ferait vachement plaisir. Allez c'est parti, on y va. Alors comme ça vous pensez tout savoir sur Harry Potter, hein? Vous connaissez le film par cœur, chaque réplique vous la maîtrisez à la perfection, vous avez lu le premier bouquin une bonne centaine de fois et êtes capable d'épeler Wingardium Leviosa sans aucune hésitation, et c'est très bien, mais est-ce que vous êtes sûr que ça fait de vous des experts? Évidemment que ça fait de nous des experts. En plus, depuis le temps que tu nous casses les oreilles avec Harry Potter, j'espère que ça a au moins servi à faire de nous des experts. Eh bien c'est ce qu'on va voir, voilà ce que je vous propose. Je vais vous donner 20 révélations sur le premier Harry Potter. 20 révélations que je pense vous n'avez jamais entendues nulle part. Et si, et seulement si vous les connaissiez déjà, alors dans ce cas je serai d'accord avec vous et vous pourrez dire effectivement que vous êtes des experts. Mais je vous préviens tout de suite, ça va pas être facile du tout. Mais oui, cause toujours, je suis certain que je ne vais absolument rien apprendre et que tu vas une fois de plus me faire perdre mon temps si précieux. Mais de quel temps si précieux t'es en train de parler là? Parce qu'aux dernières nouvelles, tu passes littéralement toutes tes journées accrochées à ce mur à ne rien faire du tout. Sauf quand je veux faire une vidéo où tu te mets soudainement à devenir insupportable. Nuance, mon cher. Très exactement, je passe mon temps à profiter d'une retraite bien méritée et de temps à autre, tu viens perturber ce merveilleux équilibre avec tes maudites vidéos. Bah d'accord, dans ce cas, nouvelle règle, papy, puisque tu te crois plus malin que tout le monde. Je ne crois rien du tout, c'est un fait. Et puisque visiblement tu es absolument convaincu que tu es incollable sur Harry Potter... Mais absolument, oui, c'est exact. À chaque fois que je dirai un truc que tu savais pas, tu devras boire un shot. Très bien, faisons ça. Attends quoi? Dis donc, c'est moi ou je perçois comme un doute là soudainement dans ta phrase? T'es plus si sûr de toi? Tu es prêt à admettre que je peux encore t'apprendre des trucs? Mais certainement pas. Très bien, bah dans ce cas on y va alors. Et quant à vous, avec cette vidéo, je compte bien quand même vous apprendre quelques trucs. Alors n'hésitez pas à me dire votre note dans les commentaires à la fin de la vidéo, parce que je suis assez curieux de voir si je vais réussir à vous surprendre et de voir combien d'entre vous auront un 20 sur 20. Alors on y va, on commence avec un truc assez facile quand même pour commencer. Et let's go! Numéro 1. Est-ce que vous saviez que J.K. Rowling, quand elle a écrit le premier Harry Potter, avait déjà en tête certains acteurs qui pourraient interpréter des rôles dans une éventuelle adaptation? Et c'est notamment autour de l'acteur Alan Rickman, en l'ayant systématiquement en tête, qu'elle a construit le personnage du professeur Rogue. Ce qui est à la fois très flatteur, mais aussi très vexant, si vous voulez mon avis. Parce que du coup, quand J.K. Rowling a rencontré Alan Rickman, ça a donné quoi? Oh, bonjour Alan, c'est un plaisir de te rencontrer, parce qu'en fait, j'ai écrit dans mon bouquin un personnage de gros trou du cul, qui est totalement inspiré de toi, et je suis trop content de te voir. Perso, je sais pas comment je l'aurais pris, mais ce qui est sûr, c'est que ça sonne pas vraiment comme un compliment. Alors que, en ce qui concerne Robbie Coltrane, que J.K. Rowling avait déjà aussi en tête lorsqu'elle a créé le personnage de Hagrid, bah déjà, c'est beaucoup plus sympa. Parce que oui, si vous le saviez pas, pour Hagrid aussi, J.K. Rowling avait déjà pensé à l'acteur qui pourrait l'interpréter. Et ce qui est génial, c'est que c'est bien ces acteurs-là qu'on a gardés pour jouer ces rôles-là des années plus tard. Eh bah dis donc, je suis pas prêt de picoler, parce que je le savais déjà, ça. Ouais, enfin en même temps, je l'avais un peu dit que ce serait facile pour le premier. Voyons plutôt comment tu t'en sors avec la deuxième. Numéro 2. À un moment donné, Harry doit se rendre dans la réserve de la bibliothèque pour y chercher des informations à propos de la pierre philosophale. C'est une scène qui se passe de nuit et Harry est caché sous sa cape d'invisibilité parce qu'il doit surtout pas se faire repérer étant donné que les élèves n'ont pas le droit de se balader la nuit dans l'école. Eh bien, saviez-vous que cette scène, elle a été tournée dans une véritable et très ancienne bibliothèque qui se trouve à Oxford et qui s'appelle la Bodleian Library. Une bibliothèque qui possède une politique très stricte en rapport avec l'utilisation du feu, puisqu'aucune flamme n'est tolérée dans l'enceinte de la bibliothèque pour ne surtout pas risquer de mettre les livres en danger. Et là où c'est très intéressant, c'est que le tournage du premier film Harry Potter a été la toute première exception à cette règle qui n'avait jamais été enfreinte depuis des centaines d'années. Puisque pour faire cette scène, on les a autorisés à ramener une lanterne dans laquelle il y avait une flamme. Alors papy, tu le savais ça? Eh merde. Numéro 3. Pour créer le décor de la salle des potions du professeur Rogue, les accessoiristes ont dû faire preuve de beaucoup d'imagination. Ils ont passé des heures à faire des tours dans tout un tas de magasins d'occasion et de vide-greniers, dans le but de dégoter près de 500 pots en verre pour pouvoir créer une vraie classe de potions. Et puis évidemment, comme les pots ne devaient pas rester vides, parce que sinon ça n'a pas vraiment de sens, pour donner le sentiment qu'on était bien dans une véritable salle dans laquelle on fait des potions magiques, comme si on était des sorciers, et bah il fallait que les pots contiennent des trucs vraiment bizarres à l'intérieur, qu'on ait l'impression qu'on est dans un endroit un peu chelou quand même. Et si vous vous demandez avec quoi ils ont été remplis, il s'agit principalement de racines de gingembre, de feuilles d'arbres, mais aussi de vieux os récupérés dans les déchets d'une boucherie, et il y en aurait même qui contiendraient des poupées plongées dans un liquide visqueux que j'imagine être de l'huile ou un truc dans le genre, pour qu'on ait l'impression qu'il y a genre une tête de bébé qui plonge dans du formol, voilà, c'est dégueulasse. Donc si vous êtes en train de manger, bon appétit, et papy en attendant, shot! Oui bon ça va, je sais. Numéro 4.
À l'origine, le visage de Voldemort était censé ressembler à ça. Et croyez-le ou non, c'est une version bien plus respectueuse de ce qui est décrit dans le livre. Mais comme vous pouvez l'imaginer, le design a été jugé bien trop effrayant. Les équipes du film avaient peur que ça donne des cauchemars aux enfants, et comme le public était principalement des enfants, bon bah c'était pas forcément le bon plan. Non, vous croyez? Et par conséquent, ils l'ont abandonné pour garder le visage que vous connaissez tous et que vous avez vu dans le film. Et franchement, je trouve qu'ils ont bien fait parce que même à moi, il me fout la trouille. On passe à l'anecdote suivante, et attention, elle est très rapide. Numéro 5. Est-ce que vous avez remarqué que dans tout le premier film, Harry ne jette aucun sort? Eh mais oui, dis donc, c'est vrai ça? Eh ben oui. Bon, il y a bien des moments où il utilise la magie sans faire exprès, comme la fois où il a fait disparaître la vitre du serpent, par exemple. Mais sinon, vous pouvez aller vérifier si vous voulez, c'est véridique. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, Harry ne jette aucun sort. Et à en juger par la réaction que tu as eue, j'ai comme l'impression que t'étais pas au courant. Tu n'as donc aucune pitié pour ton grand-père? Non, aucune. Bois. Oh, mais c'est pas vrai! Numéro 6. Est-ce que vous vous souvenez de la scène où Harry et Ron sont en train de jouer aux échecs dans la grande salle? Parce que le jeu d'échecs auquel ils sont en train de jouer a une petite particularité, c'est qu'il a un design vraiment très précis et très reconnaissable. Et ce design, notamment celui des figurines, il a été emprunté au jeu d'échecs de Lewis découvert en 1931. Un vrai jeu d'échecs médiéval retrouvé en Écosse et qui est aujourd'hui exposé au National Museum d'Édimbourg. Si jamais vous êtes un fan d'Harry Potter et que vous êtes de passage en Écosse à Édimbourg, bah comme ça vous savez où le trouver. Et fun fact, le jeu qui est exposé dans ce musée n'est pas complet, il manque quelques pions, et on sait aussi que l'une des tours a été vendue en 2019 pour 735 000 livres sterling, ce qui correspond grosso modo à peu près 855 000 euros. On va pas se mentir, ça fait quand même vachement cher la tour. Et avant de passer à l'anecdote suivante, je vais me tourner dans cette direction. Oh, espèce de fils de... Numéro 7. La fille de Chris Columbus, le réalisateur des 2 premiers films Harry Potter, apparaît dans le premier film. Elle joue le rôle de Susan Bones, qui est cette jeune élève qu'on voit au début du film et qui est envoyée à la maison Pouf-Souffle lors de la cérémonie de répartition. Ah, eh ben ça, tu vois, je le savais! Mais pourquoi t'as bu alors? Réflexe! Numéro 8. Dans une scène coupée au début du film, on peut voir Pétunia écaler des œufs et trouver des lettres pour Harry à l'intérieur. Et en regardant par la fenêtre, elle se rend alors compte qu'elle est observée par toute une bande de hiboux. Et pour faire cette scène, eh ben, les équipes du film ont encore dû faire appel à un peu d'ingéniosité. Parce que tourner avec des animaux, c'est jamais super facile, hein, y a toujours une part d'imprévu, parce que les animaux, sont pas conscients qu'ils sont dans un film. Et le problème, c'est qu'ils arrêtaient pas de fixer les équipes du film, et la caméra en particulier. Donc du coup, ça rendait des scènes super bizarres. Où vous avez un hibou qui est en train de fixer la caméra comme ça, là. Sale bait. Et pour y remédier, ils ont trouvé une solution un petit peu originale, pour que les hiboux regardent pas la caméra, mais regardent bien la tante Pétunia qui était devant eux, ce qu'on voulait quoi. Ils ont été obligés d'accrocher une souris morte à l'avant du tablier de Fiona Shaw, parce que comme les hiboux mangent des souris, ça a attiré leur attention. Comme quoi, des fois, même dans les grosses productions, il faut savoir faire appel au système D. Oh, mais c'est dégueulasse! Ouais, mais tu le savais ou pas? Non. Numéro 9. Est-ce que vous saviez que Nicolas Flamel a vraiment existé? C'était un homme qui était très fortuné, et de cette fortune ont germé tout un tas de rumeurs sur lui. Et la plupart des gens étaient alors convaincus qu'il avait en sa possession la pierre philosophale. Parce que c'était alors, pour la plupart des gens, la seule chose qui pourrait expliquer qu'il ait réussi à se faire autant d'argent. S'il a réussi à devenir aussi riche, c'est forcément parce qu'il a trouvé la pierre philosophale et qu'il peut transformer n'importe quel métal en or. Sauf que bien évidemment, vous vous en doutez, c'était pas vrai. En vérité, il avait simplement fait de bons placements financiers qui lui ont permis de s'enrichir. Eh ben je comprends, parce que moi j'aurais fait la même chose à sa place. Numéro 10. Le terme Quidditch est en fait un mélange du nom de toutes les balles utilisées pour le jeu. Le QU du début vient du terme quaffle, que nous en français nous appelons le soifle, puis les 2D font référence aux 2 cognards puisque en anglais ils s'appellent des bludgers, et enfin la terminaison itch fait référence au golden snitch, qui est le nom anglais du vif d'or. Et ça à la limite c'est assez connu, je serais pas étonné qu'il y en ait beaucoup qui soient au courant parmi vous, mais par contre est-ce que vous aviez remarqué que le nom des balles apparaît aussi dans le titre, dans le même ordre que l'ordre dans lequel elles sont utilisées dans le jeu, puisqu'une partie de Quidditch commence lorsque le soifle est libéré, puis ensuite les 2 cognards sont des balles utilisées en cours de partie, tandis que la partie se termine quand le vif d'or est capturé. Et je trouve ça dingue de se dire qu'il y a autant de sens cachés dans un seul mot. Numéro 11. À l'origine, Emma Watson était censée porter un dentier dans le film. Alors pourquoi, me direz-vous, et pourquoi est-ce que finalement elle ne l'a pas fait? Eh bien tout simplement parce que normalement, dans le livre, Hermione est censée avoir de grandes dents de devant, comme un lapin. Donc au début, ils voulaient coller à ça, et ils ont essayé de mettre un dentier à Emma Watson, mais le souci c'est que Emma Watson n'arrivait du coup plus à dire ses répliques, parce qu'à cause de cette prothèse, elle pouvait plus parler correctement. Et du coup, pour la bonne compréhension de ce qu'elle disait, ils ont abandonné l'idée. Ah bon, enfin, Ouais, ça devait ressembler à peu près à ça, merci papy pour l'illustration. Numéro 12.
Alors celui-là, je suis allé le chercher loin, c'est sur celui-ci que j'espère bien vous avoir. Mais est-ce que vous saviez qu'il existe une personne qui n'est pas créditée dans le film, alors qu'elle a pourtant beaucoup participé? C'est quelqu'un qui était là, qui a participé et qui avait même un rôle quand même assez important, mais qui a été tout simplement oublié dans les crédits. Il s'agit du maître des échecs qui a chorégraphié la partie d'échecs géants à la fin du film. Parce que si vous ne le saviez pas, normalement la scène était censée durer beaucoup plus longtemps. Elle devait reprendre le déroulement d'une vraie partie d'échecs. Ce qui veut dire, et je trouve ça génial, que la partie se conclut par un véritable et authentique échec et mat. Et vous pouvez même trouver sur internet quelques vidéos de gens qui se sont amusés à refaire la partie dans son intégralité de A à Z. Et franchement, j'ai regardé et pour peu qu'on s'intéresse un petit peu aux échecs, je trouve ça vachement intéressant. Numéro 13. Normalement, J.K. Rowling était censée jouer le rôle de Lily Potter, pour jouer la scène où on voit Lily dans le miroir du Riséd. Mais finalement, c'est pas elle, parce que J.K. Rowling a refusé, car elle pensait qu'elle n'était pas une assez bonne actrice pour ça. Et quelque part, on la comprend, parce que c'est un métier à part entière, comédien, ça s'improvise pas, même si pour le coup, je pense que ça aurait été assez sympa de la voir, je sais pas ce que vous en pensez, surtout que, bon, y avait pas grand chose à faire, quoi. Numéro 14. Saviez-vous qu'il y a 4 chouettes différentes qui ont interprété le rôle de Hedwige? Et elles ont toutes un petit nom. Elles s'appellent dans l'ordre Elmo, Gizmo, WTON pour White Terror of the Night. Personnellement, c'est ma préférée parce que je trouve ça vraiment trop stylé de s'appeler comme ça. Et enfin, Sprout. Et si vous vous demandez pourquoi 4, c'est parce que chacune d'entre elles avait été dressée pour réaliser des actions bien spécifiques. Donc quand on avait besoin que Hedwige fasse quelque chose en particulier, on faisait appel à une chouette plutôt qu'à une autre. On choisissait celle qui savait faire ce dont on avait besoin pour tourner la scène. Donc désolé si je brise un peu le mythe, mais ouais, des Hedwige, il y en a eu 4. Et où là, je me rends compte que j'ai complètement oublié de regarder du côté de Papy, il en est où? Ça va, Papy? Ouais, je suis toujours là, tout va bien. Numéro 15. Est-ce que vous vous souvenez de comment Drago se présente à Harry quand il le rencontre pour la première fois? Et de ce qu'il dit exactement au mot près? Pour ceux qui s'en souviennent pas, je vais vous rafraîchir la mémoire. Il dit « Moi je m'appelle Malfoy, Drago Malfoy ». Eh bien, si vous ne le saviez pas, cette réplique est une référence volontaire à James Bond, qui se présente toujours en disant « Moi je m'appelle Bond, James Bond ». Je crois qu'il y a quelqu'un qui a vomi dans mon tableau. C'est toi? Numéro 16. Pour réaliser ce premier film, il a fallu construire tous les décors de A à Z. Tous les décors, dont notamment les dortoirs de la maison Gryffondor. Mais est-ce que vous saviez que les lits ont été fabriqués pour correspondre à la taille des acteurs qui n'avaient alors que 11 ans? Sauf que ces enfants, quand ils ont grandi, ils sont devenus trop grands pour les lits. Ce qui fait que quand ils s'allongeaient dedans, leurs pieds ils dépassaient largement du bout du lit. Et pour qu'on ne s'en rende pas compte, les équipes du film ont été obligées de ruser. Ils ont été obligés de filmer des plans sur lesquels on ne se rend pas compte que les lits sont devenus trop petits pour les acteurs. Donc voilà, si vous regardez le film à partir du 4 ou du 5, vous verrez qu'on ne voit jamais les élèves de la maison Gryffondor en entier quand ils sont dans leur lit. Numéro 17. Quand Daniel Radcliffe a été casté pour jouer le rôle de Harry Potter, est-ce que vous saviez qu'au début, ils ont essayé de lui faire porter des lentilles de contact vertes pour que la couleur de ses yeux corresponde à ceux de Harry dans le livre? Parce que ça, pour le coup, c'est un truc qui a été fortement remarqué par plein de gens, c'est que normalement Harry, il a les yeux verts, d'après ce qu'on lit dans les bouquins, sauf que Daniel Radcliffe, lui, il a les yeux bleus. Et c'est pas une question de mauvaise volonté, là, pour le coup, ils avaient vraiment essayé de faire en sorte que ça corresponde. Mais encore une fois, il y a eu un problème, c'est que Daniel Radcliffe a fait une réaction allergique tellement violente aux lentilles de contact qu'ils ont été obligés de complètement laisser tomber l'idée, parce qu'un Harry qui a les yeux rouges, par contre là ça correspond à rien du tout. Donc si Harry n'a pas les yeux verts, c'est juste parce que Daniel Radcliffe ne supportait pas les lentilles de contact. Et c'est cette espèce de lavette qu'on va envoyer tuer Voldemort? On n'est pas sorti de l'auberge, c'est moi qui vous le dis. Numéro 18. Toute la nourriture que vous voyez sur chaque scène où il y a un banquet dans la grande salle est de la vraie nourriture. Et alors pour éviter que ça pourrisse trop vite, la nourriture était bien évidemment congelée, parce qu'il a quand même fallu 4 jours de tournage pour tourner toutes les scènes qui se passent pendant un banquet. Sauf qu'au bout des 4 jours, congelée ou pas, la nourriture avait quand même commencé à tourner. Et Warwick Davis, l'acteur qui joue notamment le personnage du professeur Flitwick, a même dit que l'odeur était tellement forte le dernier jour de tournage qu'on pouvait la sentir même avant de rentrer dans la salle. Et j'imagine même pas le supplice que ça a dû être pour les acteurs de jouer toute la journée dans cet endroit. Numéro 19. Et puisqu'on parle de trucs vrais, est-ce que vous saviez que les lettres aussi sont en réalité de vraies lettres? Je parle de celles qui arrivent chez les Dursley pour inviter Harry à venir à Poudlard au début du film. Eh bien, il a fallu en fabriquer pas loin de 1000 pour réaliser la scène. Et certaines d'entre elles sont même bourrées de détails et portent sur elles un authentique sceau fait avec de la vraie cire. Et si vous vous demandez ce qu'elles sont devenues, eh bien sachez qu'on peut encore aujourd'hui les trouver en vente aux enchères. Et les plus rares, celles qui sont le plus détaillées, se vendent en général en moyenne autour de 400 € la lettre. Ouais, cul sec. Eh ben, ça a l'air
d'aller vachement mieux, toi. Ah mais je vais super bien, de toute façon maintenant j'ai compris la technique. Parce que c'est tout dans le cigare, il suffit de regarder son cerveau et de lui dire très fort que ça ne fait rien à l'alcool. Et tu me crois pas, et ben ça marche. Et même si j'ai perdu mon pari, et ben tu sais quoi, je passe quand même un très bon moment. Bah super, bah profites-en bien du coup, parce qu'il en reste encore une petite dernière. Oh non pitié, il faut qu'on arrête, parce que là si j'en bois un seul de plus, je crois que je vais mourir. Numéro 20. À un moment donné, vous le savez, dans le film, Neville reçoit un rappel-tout qui se met à rougir instantanément dès qu'il le prend en main, afin de lui signaler qu'il a oublié quelque chose. Et vous aurez aussi remarqué qu'on ne reçoit jamais la réponse à cette question, qu'est-ce qu'il a oublié? Mais si vous faites un tout petit peu attention, vous pourrez constater que ce qu'il a oublié, c'est tout simplement de mettre sa robe de sorcier, étant donné qu'il est le seul à ne pas la porter sur cette scène. Comme quoi, même sans le dire, parfois, la mise en scène suffit à nous donner les réponses. Ah, je le savais, oui, merci, oh Seigneur, c'est terminé. Alors, tu vois que je peux encore t'apprendre des trucs sur Harry Potter? Oui, mais maintenant que tu m'as tout dit, eh bien je sais tout, et toc. Oui, mais t'es au courant que c'était que le premier livre et qu'il y en a 7 au total, papy? Sortez-moi de là par pitié. Et vous alors, combien de ces révélations est-ce que vous connaissiez déjà? Dites-moi votre note dans les commentaires. Je suis assez curieux de savoir si j'ai réussi à vous surprendre un petit peu, puisque moi-même, en écrivant la vidéo, il y a pas mal de trucs que j'ai appris. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici. Et si vous voulez voir d'autres vidéos en rapport avec Harry Potter, eh bien sachez que je vous en mets 2 autres juste là, vous n'avez qu'à cliquer, c'est gratuit, et en plus, c'est vachement bien. Et d'ailleurs, comme cette vidéo, c'est un concept que je faisais pas encore avant, les 20 anecdotes que vous connaissez pas sur quelque chose, eh ben n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez en voir d'autres et sur quoi, parce que ça m'intéresse quand même de savoir si vous avez aimé. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, moi, je vous fais tout plein de bisous, c'était Exio, ciao!